Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Samuel Corgne. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, tu es président d'Ergo Santé, donc spécialisé dans les solutions ergonomiques sur mesure et les exosquelettes. On va évidemment en reparler. Alors, au sommaire de l'émission, tu vas d'abord rencontrer une start-up. C'est la séquence David rencontre Goliath, où vous allez pouvoir parler de vos sujets communs. Après, on sera là sur la partie, on va dire, en coulisses, où là, on va parler plutôt de ta vie de dirigeant. Et c'est quoi un peu aussi ton quotidien. Et on terminera avec la séquence Interview Chrono, qui est donc une série de questions-réponses très rapides. D'accord, ça marche. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Et maintenant, on passe à la séquence David rencontre Goliath. Et donc la start-up qui va te faire face, c'est Le Trèfle. Et donc je suis ravie d'accueillir son PDG, Ghislain Morvan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Le Trèfle, c'est un jeune projet donc, qui est dans la restauration et il y a la particularité d'être géré par des personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment un peu est né ce projet ? Il me semble que tu connaissais déjà un petit peu le secteur de la restauration. Oui, alors oui, je dirige une belle entreprise de traiteurs qui s'appelle Traiteur Grand, 150 collaborateurs. Et puis, depuis des années, on essaie de travailler sur l'inclusion au travers de petites actions, le DuoD, la commission handicap, le campus de l'inclusion. Et puis, à Noël, en ayant fait quelques actions caritatives, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de travailler davantage avec ces personnes-là, de travailler sur l'inclusion de manière beaucoup plus pérenne et d'offrir des possibilités d'emploi avec plus long-termistes. Voilà. Donc, cette idée nous a permis de créer Trèfle. L'objectif de Trèfle, c'est de créer des événements inclusifs, mais également, surtout, des cantines inclusives, donc de rentrer dans les entreprises, de leur proposer un service de restauration avec de l'alimentation saine, de qualité, un côté humain avec des personnes en situation de handicap sur la production, la logistique ou le service. Et alors, est-ce que tu connaissais Trèfle ? Je connais un petit peu, Trèfle, j'ai été questionné au début du projet. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais, lui ouvrir les portes que j'avais. On se connaît dans le cadre d'un réseau de formation qui s'appelle l'APM, où on forme des dirigeants, et on s'est formé pendant de nombreuses années. Donc je suis content qu'ils rejoignent enfin le camp des entreprises qui veulent un petit peu changer les choses. Et donc ça a été lancé quand exactement ? Tout début d'année. Oui, donc voilà, on était tout frais. Tout début d'année. Ouais, en fait, on est en train de demander un agrément pour basculer en entreprise adaptée. Donc, on a rencontré les services de l'État. Voilà, c'est un processus qui est long, il faut prendre des engagements. Donc, voilà, mais ça ne nous empêche pas de continuer à œuvrer sur le handicap, de recruter, de travailler. Voilà, le format de mutation est en cours, mais nous, on travaille déjà sur la situation. Et là, alors, je ne sais pas si tu as commencé à aller voir des entreprises, mais c'est quoi un petit... J'imagine qu'elles doivent toutes être... contentes sur le papier. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être contre, normalement. Est-ce que, du coup, c'est quoi leurs interrogations aussi, peut-être les questions qu'elles se posent ? C'est plutôt des intérêts qu'elles vont porter. Le premier intérêt, c'est d'amener une alimentation saine dans l'entreprise. Les collaborateurs ont besoin de bien manger, donc la qualité du travail. Le deuxième sujet, c'est de mettre un côté humain, de reconnecter les gens avec la restauration du midi. On a vu des campagnes de publicité sur les frigos connectés qui sont finalement déconnectés de l'humain. Donc il y a une volonté aussi de remettre de l'humain dans les services. Et le troisième sujet, c'est de travailler sur l'inclusion. Elles sont vraiment favorables à travailler sur le sujet, à trouver des solutions. Et, voilà. Et là, on leur apporte ces trois possibilités, ces trois solutions sur un plateau. Et sur l'inclusion, comme ça, chez Ergo Santé, tu emploies aussi des personnes en situation de handicap. On a une usine qui est reconnue entreprise adaptée. C'est-à-dire que la majorité de nos collaborateurs sont en situation de handicap. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis presque 20 ans maintenant. Et pour moi, c'est un optimal, ce modèle d'entreprise adaptée. Avant, ça s'appelait atelier protégé. Et je trouve que il y a quelque chose de presque philosophique dans cette notion de serre, une espèce de serre humaine. Une serre, c'est quoi ? C'est un endroit qui permet à des plantes fragiles de pousser dans des conditions optimales et à l'extérieur à l'abri des agressions extérieures. Mais on n'est pas tout seul, il y a des fédérations qui nous aident. Et en l'occurrence, il y a par exemple le réseau GESAT, il y a Cap Occitanie, et ce sont des fédérations que j'ai présentées à Ghislain. Et en fait, voilà, c'est un travail d'équipe, quoi. Et ces fameux agréments, c'est compliqué, c'est à obtenir. Personne, voilà. Faut
c'est un travail oui, qui est important, qui nécessite du temps, de l'implication et une vraie conviction. Oui, il y a du travail. Oui, il faut vouloir. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la montée un petit peu de tous les sujets ESG, etc., ça favorise un petit peu, ça ouvre un peu les entreprises à accueillir, à être un peu plus inclusif ou pas? Je pense que c'est aussi un effet de mode et il faut se méfier de ça. J'en parlais avec Ghislain tout à l'heure. Il y a une question entre est-ce qu'on doit faire le bien ou est-ce qu'on doit résister au mal. Et le problème de vouloir faire le bien, tout le monde veut faire le bien, c'est que dans le fond, on le fait par intérêt. On fait le bien pour un sujet de reconnaissance. Et moi, j'ai été un peu repris dans ma conscience, savoir pourquoi j'essaye d'aider les gens. Est-ce que je le fais pour être reconnu ou pas ? Et c'est ça qui m'embête un petit peu avec cette mode de l'ESG, des entreprises à mission, etc. C'est pourquoi on le fait ? Est-ce que c'est pour améliorer le business ou est-ce que c'est vraiment pour avoir un impact positif dans la vie des gens? La question, elle est ouverte, mais je pense que tout le monde doit se regarder dans la glace et se questionner pourquoi on fait ça, quoi. Et c'est ce que j'essaye en tout cas d'inculquer à Ghislain, c'est on doit le faire par rapport à des convictions et pas par rapport à un intérêt caché, parce que ça se voit, ça se transpire, quoi. C'est pas un business, ce sont des gens fragiles et on doit considérer l'entreprise comme un outil et pas comme une fin en soi, comme un outil au service des gens. Et il s'avère tant mieux que ça le vend en poupe, mais il faut pas oublier que derrière c'est des personnes fragiles et c'est pas c'est pas un business c'est une conviction, quoi. D'accord, j'imagine. Bah oui, parfaitement. Oui. Moi, on partage ces valeurs-là déjà depuis un certain temps. Et c'est ce qu'on défend, c'est tout à fait vrai. Et alors, il y a eu un plan, alors c'était une conférence, la Conférence nationale de l'handicap en 2023, j'imagine que vous avez un peu suivi, voilà, de près ou de loin, ça a débouché sur des engagements, quelques mesures un petit peu, je voyais comme la simplification de la reconnaissance comme travailleur handicapé. Vous avez été plutôt content de cette conférence, c'était bien ou on peut encore mieux faire? Je pense qu'on peut toujours mieux faire puisque quand vous êtes en situation de handicap, vous avez 2 fois plus de chances d'être au chômage que quand vous êtes en situation valide. Donc on voit qu'il y a quand même cette discrimination, je dirais. Mais par contre, si on prend beaucoup plus de recul, depuis le général de Gaulle jusqu'à maintenant, tous les gouvernements ont fait que renforcer la politique handicap. Donc il ne faut pas critiquer bêtement, il faut se dire qu'on s'améliore de jour en jour. Mais disons que aussi le malheur évolue, en particulier avec par exemple l'augmentation de la durée de travail, etc., la pénibilité, l'augmentation des TMS, machin. Et ça veut dire que oui, la politique handicap de l'État, elle augmente, mais les besoins aussi augmentent. Donc il faut qu'il y ait une espèce d'adéquation, quoi. Et alors, c'est quoi, rapidement, quelques mots, les objectifs, la trèfle 2024 Trèfle, c'est de disrupter le marché des cantines. Donc, il y a une ambition de démarrer très rapidement sur notre ville socle qui est Montpellier, et puis une ambition nationale rapidement. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'installer des cantines soit dans des PME, donc des petits food corners, soit dans des grandes entreprises qui ont déjà des cantines qui tournent et qui veulent évoluer vers une restauration de meilleure qualité surtout, et puis inclusive évidemment. Bon, on suivra ça. Merci beaucoup, Ghislain, d'être venu avec nous. Et on va pouvoir passer maintenant à la séquence en coulisses. Alors, avant de parler d'Ergo Santé, qui est actuellement ton entreprise, tu as monté en 2006 Languedoc Service Propreté, qui est une entreprise de nettoyage, mais c'était aussi une entreprise d'insertion. Pourquoi tu avais déjà fait ce choix à l'époque ? Parce que j'ai, on va dire, cramé la vie par les 2 bouts dans le début de ma carrière professionnelle. Et très rapidement, je suis arrivé à un peu un stop. Je me suis posé des questions existentielles sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et au bout d'un certain moment, j'ai eu une conviction que je voulais travailler avec des gens fragiles, dont je faisais partie. Et en fait, quand on est en situation de fragilité, un petit peu à l'écart comme ça de la vie professionnelle, avoir un boulot, c'est le socle d'une vie sociale. Et en fait, si on n'a pas de boulot, on est oisif, et l'oisiveté, c'est un peu la mère de tous les vices, je dirais. Et donc du coup, assez rapidement, je me suis dit, je veux créer de l'emploi pour des personnes qui intéressent personne, je dirais, d'une certaine manière. J'ai eu cette conviction. Et en fait, j'avais pas trop de sous,
J'avais des idées, de l'énergie, et en analysant un petit peu rapidement ce que je pouvais faire, je me suis rendu compte que les activités de service étaient assez adaptées, puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds, parce qu'il y a énormément de travail, il n'y a pas besoin de beaucoup de formation, et ça collait bien avec, je dirais, ma doctrine de réinsertion, qui était une doctrine assez, on va dire, paternaliste, basée sur la motivation. Et c'est pour ça que j'ai créé une entreprise de nettoyage, c'est pour ça qu'on faisait des espaces verts. Et assez rapidement, on est arrivé à une centaine de salariés. Et nos clients, en fait, travaillaient avec nous, pas forcément parce qu'on était les meilleurs, mais pour les valeurs que l'on portait. Et voilà, c'est un peu pour ça j'ai eu cette activité. Ça a été très... on va dire formateur pour moi. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés ou pas Énormément. Ouais. Enfin, les difficultés, c'était quotidienne parce que, on va dire, la règle, c'est que ça marche pas. L'exception, c'est que ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne, ça vaut toutes les fois où ça n'a pas marché. Et moi, j'ai tissé des relations d'amitié à vie avec des personnes parce que je leur ai proposé un petit coup de pouce à un moment où ils en avaient besoin. Et alors, après, j'ai vu que tu avais cédé donc, cette boîte à un salarié. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix? Comment ça s'est passé? Parce que, en fait, j'avais Ergo Santé en parallèle. D'accord. Donc Ergo Santé, je l'ai eu en 2012 et 2013, et de 2013 jusqu'en 2019, j'avais 2 activités avec des centaines de salariés à droite et à gauche, et c'était, on va dire, ça plus une vie de famille intense avec 4 enfants, etc. Et ben, c'était beaucoup pour ma petite personne. Et ce que j'ai fait monter en compétence un manager et en vue d'une reprise. Et je l'ai accompagné sur plusieurs années. Et j'ai mis en place des conditions favorables pour qu'il puisse reprendre on va dire sans douleur. Et en fait, l'entreprise existe toujours et tourne même mieux que quand je l'avais. Donc en fait, c'est un peu ça, on va dire, être un manager, c'est d'essayer de pousser ses collaborateurs pour qu'ils soient meilleurs que soi, quoi. Mais comment tu as fait pour gérer en parallèle 2 entreprises pendant plusieurs années? Je pense que c'est un des avantages de l'hyperactivité, mais ça a ses limites, puisque ça m'a conduit plusieurs fois à l'hôpital, dont 5 mois en 2023. Et voilà, ça nous rappelle qu'on est fini, qu'on a des limites et qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et donc, tu parlais Ergo Santé, donc création plutôt fin 2012, spécialisée, comme je disais tout à l'heure, dans les solutions ergonomiques sur mesure, les exosquelettes. Est-ce que quand tu l'as créé, là, en 2012, tu t'es pas dit j'étais un peu trop en avance quand même? Non, puisqu'en fait, ça partait d'un constat, un constat simple, c'était que, en fait, il y avait beaucoup de préconisations de la médecine du travail, et il n'y avait pas de pharmacie ou peu de pharmacie de la médecine du travail. Enfin, c'est comme si vous allez chez votre médecin, vous avez une ordonnance et qu'il n'y avait pas de pharmacie. Vous êtes un peu embêté. C'est le sentiment que j'avais dans le cadre de mon entreprise d'insertion. Donc moi, quand je vois un problème, j'essaye de le résoudre. Et j'ai vu qu'il y avait la place pour créer une petite pharmacie de la médecine du travail dans mes Cévennes. Et je me suis dit, ça va aider quelques personnes. Et en fait, j'ai vu que le besoin n'était pas seulement local, il était national, voire international. Et c'est pour ça que l'entreprise s'est développée énormément et que j'ai dû prendre des décisions, quoi. Je ne pouvais pas tout gérer. Parce qu'en fait, à vouloir tout faire, c'est vous qui finissez par péter un câble. C'est à partir de quand qu'il y a eu ce mouvement, cette accélération, on va dire, ce mouvement d'inflexion? Je dirais, à partir de 2014, assez rapidement. Oui. En fait, j'ai commencé à travailler avec des très grosses entreprises et elles m'ont toutes dit la même chose. Si vous voulez exister, il faut offrir un service national. Parce qu'une très grosse boîte, La Poste ou d'autres, ils ont le même problème à Lille, à Brest, à Metz, à Porto-Vecchio, le même jour. Et donc, du coup, ils ont besoin de solutions pour le maintien dans l'emploi de leurs collaborateurs en situation de handicap, centralisées, et c'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est ce qui a poussé notre petite réussite. Et j'ai vu que tout était internalisé, bureau d'études, laboratoire. C'est pour gagner en agilité, ou je veux pas qu'on pique des idées? Non, c'est clairement pour l'agilité et puis une espèce de souveraineté. C'est un mot un petit peu à la mode, mais ça veut quand même dire qu'on est un petit peu bulletproof, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, on continue à développer. Et mon vrai sujet, c'était de créer un espace où les personnes fragiles ou en situation de fragilité pouvaient
s'épanouir professionnellement. Et c'est pour ça que j'ai switché sur le modèle entreprise adaptée. Avant, ça s'appelait atelier protégé. Et j'ai beaucoup aimé le concept. Et franchement, si on avait vendu des crayons de papier, j'aurais fait une usine de crayons de papier. Il s'avère qu'on vendait énormément de sièges ergonomiques. Et bon, l'histoire, elle est longue, mais pour faire court, j'ai fait une usine de sièges ergonomiques avec des personnes en situation de fragilité, en situation de handicap. Et en fait, j'ai vu que ce n'était pas seulement, on va dire, un vœu pieux, c'était même les éléments, les ingrédients qui rendent une entreprise efficace, parce que ça m'a permis d'attirer énormément de talents. Le sens que l'on portait, ça nous a permis d'attirer des ingénieurs, des designers, des personnes talentueuses, et ce qui fait qu'on ne fait pas que de la bricole pour essayer de faire quelque chose de bien, on fait des produits géniaux, quoi. Et d'ailleurs, tout est made in France. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que, du coup, c'est, j'imagine, une fierté, tu parles en plus de souveraineté, mais est-ce que c'est pas quand même une tannée aussi, c'est de se mettre un peu des... Je crois pas. Je crois que ça, c'est un prêt-à-penser. C'est une heuristique de se dire que c'est dur de fabriquer en France. Moi, je trouve que c'est de moins en moins dur. Il y a eu beaucoup de programmes de l'État, en tout cas, qui ont soutenu notre travail. Je pense à Territoire d'industrie, je pense à France Relance. Et en fait, ça a créé les conditions. Et même, vous savez, à l'époque, on disait qu'il faut fabriquer en Asie pour faire pas cher. Moi, je fais moins cher en France que si c'était fabriqué en Asie. Tout simplement parce que ça réduit les intermédiaires. Et on n'intègre pas les coûts de transport qui sont devenus démentiels, quoi. Oui. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une pièce moulée en plastique en Asie, on peut utiliser du bois de nos forêts. Et il faut se réintégrer ça dans le champ des possibles en tant qu'industriel. Et alors après, en 2020, quand même, je voulais en parler, Covid, est-ce que ça a bouleversé pas mal de choses dans ton business? Est-ce que c'est peut-être plutôt un accélérateur, peut-être pour toi, sur ces sujets d'ergonomie? On en a forcément plus parlé, les gens travaillaient chez eux. Alors, c'était une période très douloureuse pour moi, parce que j'allais renvoyer chez eux beaucoup de collaborateurs fragiles qui ont besoin de vie sociale. Donc, moi, j'ai eu un réflexe assez simple, j'ai voulu trouver des masques, avant même la crise des masques, et j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Et je crois qu'on a été la première entreprise en France à avoir switché le modèle de fabrication, et on s'est mis à fabriquer des masques. On a travaillé avec la DGA, et j'ai essayé, à ma petite échelle, de donner, on va dire, des bonnes idées à des industriels. Et assez rapidement, des grosses industries s'y sont mis et fabriquaient en un jour ce qu'on pouvait fabriquer en un mois. Et donc, du coup, j'ai ramené tout le monde à la maison. Mais ça nous a, je pense que ça a véhiculé aussi une image positive dans notre entreprise, parce qu'en fait, au final, on n'a rien gagné là-dessus. C'était que du don. En fait, on donnait les masques. Mais quand j'avais entendu le président dire « on est en guerre », je me suis dit il faut une espèce d'effort de guerre. Et mon effort de résistance, c'était un petit peu de faire ça. Le faire. Et alors, autre moment important dans la vie d'Ergosanté, c'est septembre 2021. Vous êtes lancé dans le recyclage. 98% des déchets. On voit qu'il y a de plus en plus de normes à respecter. On pense à la loi AGEC, qu'on appelle aussi loi anti-gaspi. Encore une fois, là, c'est pas trop se remettre une couche de contrainte. J'ai l'impression que tu t'en mets quand même beaucoup. Mais il faut savoir que moi, mon objectif, c'est de pérenniser l'emploi en France. Et pour ça, il ne faut pas juste se reposer sur les lauriers en espérant que tout se passe bien. Je veux dire, les faits nous montrent que tout ne se passe pas forcément super bien. Et donc, du coup, si on veut pérenniser le fabriqué en France, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et en fait, ça vient d'une réflexion très simple. Pendant le Covid, les problèmes logistiques infinis. Et du coup, je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'on a comme ressources en France? Et c'est vrai qu'on n'a pas de pétrole, effectivement, mais on a quand même des bonnes idées et on a aussi des déchets. Et vous savez, le mobilier, c'est en centaines de milliers de tonnes chaque année qui sont jetées par les entreprises, principalement parce qu'en 5 ans, un mobilier, il est amorti, donc on le jette et on en rachète d'autres. Mais je me suis dit, entre ces personnes, par exemple, vous faites du télétravail, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un siège confortable
Et tous ces sièges qui sont jetés, il y a forcément quelque chose à connecter. Et c'est pour ça que j'ai lancé un projet, pas forcément que de recyclage, mais surtout de reconditionnement de mobilier. Et on a, je pense, une grosse industrie actuellement du reconditionnement de mobilier. On a une offre très large pour permettre, en particulier aux grandes entreprises et à l'achat public, de respecter cette loi AGEC en achetant chez nous du mobilier reconditionné à neuf. En entreprise adaptée en plus. Alors je remonte là, vraiment c'était très récemment, il y a plus d'un mois aussi, j'ai vu que vous avez obtenu l'agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale, donc ESUS. Qu'est-ce que ça change en fait? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde a envie un peu de se revendiquer, je fais de l'impact, mais bon, beaucoup. En fait, ça change pas grand-chose. Je pense qu'on a vécu un gros déficit de faire savoir. On avait un énorme savoir-faire. On sait faire plein de choses, du reconditionnement, des sièges neufs, de l'intelligence artificielle, des exosquelettes, mais on ne le fait pas savoir. C'est français, avec des personnes en situation de handicap, mais on ne le fait pas savoir. Et comment on le fait savoir? Il faut apporter des preuves. Et ces preuves, ce sont des agréments. On est obligé de passer par là. Et comme on est une entreprise adaptée, de fait, on est ESUS, donc on a rempli le dossier pour avoir cet agrément, mais c'était, il me semble, une simple formalité. Et ça ressemble à quoi un peu ton quotidien? J'imagine comme beaucoup, tu n'as pas de jour type, mais c'est quoi la vie de... C'est quand même beaucoup de solitude. Je dirais que c'est un quotidien. Ma priorité, c'est ma famille. J'ai 4 enfants, je ne veux pas louper leur éducation, même si je pense qu'on a toujours plein de choses à se reprocher, mais on fait ce qu'on peut. Et à côté de ça, j'ai une vie d'entreprise bien remplie. On arrive à 300 salariés, on va recruter à peu près 60 personnes par an. Donc en fait, je dirais, c'est plusieurs choses. C'est beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes et une envie farouche de créer des conditions qui permettent à mes collaborateurs de devenir meilleurs. Et ça veut dire, d'une certaine manière, accepter de disparaître. Je pense que mon rôle, si je dois le synthétiser, c'est me rendre dispensable. Je pense que mon entreprise tourne bien quand elle tourne sans moi. Et j'en veux pour preuve, comme je te le disais tout à l'heure, en 2023, ça a été très compliqué pour moi. J'ai passé 5 mois au lit à l'hôpital. J'ai eu un problème de santé au niveau du dos qui m'a paralysé les jambes, enfin une grosse galère. Mais en fait, l'entreprise, elle a quand même continué à grandir. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu mon travail, pas d'essayer d'être un patron omnipotent, que tout passe sous ma coupe, mais disons de faire 2 choses, c'est-à-dire faire rêver les gens, faire rêver mes collaborateurs, parce qu'en fait, j'avais lu un truc à Washington, dans le musée de l'air et l'espace, c'est une phrase de Robert Goddard qui disait « C'est difficile de savoir ce qui est impossible, puisque les rêves de hier sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. » Et je pense, ce qui génère l'innovation, c'est le rêve, quoi. Et je dois créer, en tout cas, essayer de faire d'intégrer du rêve dans des quotidiens qui sont souvent pas très sympas. Mais je me dis, on est dans un des coins les plus pauvres de France. On crée énormément d'emplois. On permet à des personnes en situation de handicap de se projeter complètement socialement. C'est un rêve qui est d'une certaine manière devenu une réalité. Et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre. J'essaie de trouver des clients qui s'approprient ce rêve. Et que ça devienne une réalité. Et tu as le rêve aussi, le rêve américain, ce que j'ai vu, vous aviez lancé une usine, c'est ça, ouais, en Caroline du Nord. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on est, dans les Cévennes, une PME, une belle PME, mais pour aller aux États-Unis? Je triche un peu parce que ma maman est américaine. Mon papa est breton, ma maman est américaine. Donc j'ai un petit peu ces gènes en moi. Et en fait, c'est le sujet des exosquelettes qui est un de nos gros chevals de bataille. On est un des leaders mondiaux des exosquelettes passifs. En fait, le sujet des exosquelettes, si on veut exister à l'échelle mondiale, ça doit passer par les États-Unis. Selon toutes les études de marché, en gros 50% du marché exosquelette d'ici quelques années sera aux États-Unis. Donc, il faut être là-bas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils sont un petit peu plus pragmatiques que nous. Après, on aime, on n'aime pas, mais en gros, si c'est fabriqué là-bas, c'est vendu là-bas. Si c'est pas fabriqué, c'est pas vendu. Donc, du coup, si on veut en faire partie, il faut être là-bas.
D'accord. Et là, donc là, tout récemment, on a pu lire dans la presse que tu cherches à ouvrir, en tout cas, le capital d'Ergo Santé. Pourquoi maintenant, après plus de 10 ans d'autofinancement ? Alors, c'est pas tout à fait exact, puisque j'ai eu des bonnes fées autour de moi. Il y a eu d'abord un investisseur qui s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qui est venu très tôt chez nous, qui m'a appris beaucoup de choses. Je suis éternellement reconnaissant. Puis, on a eu un fonds à impact qui s'appelle Mutuel Impact, et qui était géré par Ciparex Xange, qui est arrivé chez nous en 2021. Et juste un petit sujet sur les fonds à impact, je pense que ce n'est pas assez connu et pourtant c'est hyper important. Moi je suis extrêmement reconnaissant de la présence au capital de Mutuel Impact. C'est un fonds qui est géré par la Mutualité française, donc qui collecte pas mal de mutuelles, de fonds mutualistes, et qui sont venus nous aider en gros de passer d'une idée à une industrialisation. Et là en fait on se retrouve devant trois marchés qui sont en grosse expansion: le maintien dans l'emploi, le mobilier reconditionné et les exosquelettes au niveau mondial. En fait, il y a une question qui est un petit peu ouverte, c'est-à-dire, est-ce que le marché pense que ce sont des marchés porteurs ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour dire qu'on a des parts qui sont importantes dans ces marchés actuellement ? Et est-ce qu'ils sont d'accord de se dire que si on veut le faire perdurer, il faut des moyens ? On travaille avec la banque d'affaires Messier Associés actuellement et on a des très bons retours. J'ai fait, je crois, beaucoup de rendez-vous. Je crois que c'est un peu secret. Et en fait, ces fonds vont venir nous permettre de passer du stade de grosse PME à ETI. Bien sûr. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et on va pouvoir passer maintenant à la dernière séquence, l'interview chrono. Alors, si tu pouvais ajouter une loi, une mesure pour favoriser peut-être l'handicap en entreprise, ça serait quoi ? Une loi, une mesure, je pense que ça serait pas une obligation, mais des incitations financières pour l'intégration de personnes en situation de handicap. Et je dirais aussi une simplification de l'intégration des personnes en situation de handicap, parce que ça reste quand même une machine à gaz qui fait vivre plein de gens, effectivement, mais une machine à gaz, c'est un parcours du combattant. L'application que tu utilises le plus ? LinkedIn. Le produit dont tu es le plus fier chez Ergo Santé ? Mes exosquelettes. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française j'en ai deux. Il y a Delphine Lamourite, qui est la CEO de Euronext Paris. Et Angela, j'ai marqué son nom, Angela Garcia Poveda, que j'avais rencontrée, qui m'avait pas mal inspiré, qui est la patronne de Legrand. D'accord. Allez, un livre que tu as lu récemment ? Une rose seule. Une rose seule, ça parle beaucoup de la finitude et du fait qu'on est passager, et ça m'aide à pas trop me prendre au sérieux. Oui. Le métier que tu souhaitais faire quand tu étais enfant ? Pilote d'avion. Pilote d'avion. Et donc plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok ? Plutôt LinkedIn et Instagram pour regarder ce que mes enfants font. Ah, avoir un œil. Ok, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions et puis d'être venu pour toute l'émission. Et merci à vous d'avoir suivi une nouvelle fois Smart Boss. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.